Il m'a parlé d'un projet qu'il a pensé ça fait longtemps. Ici, on est dans un lieu. Eh bien, salut à tous et à toutes, et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour l'anti-chiffon. Aujourd'hui un épisode un peu spécial, vous verrez même le setup et tout, je vais vous raconter pourquoi je fais ça dans cet endroit. Et puis aujourd'hui je vais vous raconter surtout l'histoire du film The Underground Sistine Chapel, les coulisses un petit peu. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que ça a été dur. Et là c'est pour ça que j'ai décidé de la faire un peu freestyle comme ça, sans trop être carré. Donc peut-être que j'omettrai des choses, peut-être que j'oublierai des choses, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je l'ai dit dès l'introduction. C'est parti, let's go, on commence. Alors comme je disais, aujourd'hui épisode un peu spécial dans ce setup. En fait c'est l'endroit où j'ai monté le film, c'est l'endroit où je bosse pour de vrai en fait. C'est une chambre, c'est tout petit, c'est pour ça que c'est en hauteur, un peu en mode youtubeur. Aujourd'hui ça change, c'est différent d'habitude. Il se peut que je refasse pas du tout ce setup, c'est juste que là je trouvais que symboliquement c'était intéressant de vous raconter cette histoire là dans ce lieu là où j'ai passé en fait plusieurs semaines de mon temps. Je vais commencer par l'origine de ce projet. C'est Antoine, mon associé, qui est aussi co-réalisateur sur ce projet, qui a rencontré Pascal en fait par le biais de ses fresques dans la rue. Et en fait on a travaillé avec lui pendant plusieurs années mais sans vraiment travailler ensemble. On avait envie de tourner un World Makers avec lui, donc là je vous renvoie vers World Makers la série. Et c'est de lui-même qui nous a dit, mais en fait les gars, je pense qu'on a un truc un peu plus gros à faire ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà le projet. Et le projet c'est faire une reproduction de la Chapelle Sixtine à sa sauce, dans une ancienne fonderie d'or, à côté de Paris. Donc quand nous on a eu le pitch, si vous voulez, on a direct signé quoi. On savait pas du tout où on allait, on savait pas du tout combien de temps ça allait prendre. Et puis on a démarré ça au mois de juin 2020. Donc ça a pris un an en fait. Il y aura le jugement dernier. Et sur celui-là, il y aura le jugement dernier. Avec au centre, il y aura Jésus là, entre les deux fenêtres. Là, ça va être l'œuvre principale. Donc le film, en fait, quand on a commencé à le tourner, on savait pas du tout où est-ce qu'on allait. On n'avait pas vraiment d'écriture, on avait une idée. On a beaucoup discuté avec Pascal pour savoir en fait comment est-ce qu'il allait procéder, c'est quoi les différentes étapes de la construction de sa fresque, est-ce qu'il y a des choses un peu plus pertinentes à montrer que d'autres. Et tout ça, ça a été des discussions qui ont duré plusieurs mois. Et même quand on tournait, en fait, si vous voulez, on continuait à écrire. On s'adaptait en fonction aussi de ce qu'on allait montrer, de ce qui se passait dans la fonderie. Parce que dès le départ, le pitch, et vous l'avez certainement compris en ayant vu le film, c'est que il peut se passer n'importe quoi, et justement, c'est ce qu'il faut montrer dans le film. En fait, moi j'écris depuis longtemps, c'est une passion. Et quand on écrit, il y a toujours un jeu un peu qui s'instaure avec la notion de contrainte. Et ici, on avait des contraintes qui étaient imposées et qui étaient quand même très particulières quoi, pour la réalisation d'un documentaire. Notamment la plus spéciale, je pense que c'est le fait que le principal protagoniste qu'on veut suivre, lui ne veut pas être mis en avant. Au point même d'ailleurs de cacher son visage, d'être anonyme. Donc quand t'es réal, c'est forcément quelque chose qui est une contrainte à prendre en compte à la fois dans l'esthétique, l'image, la présence visuelle de ce personnage-là, mais aussi dans ton écriture. Parce que tu vas devoir composer avec plus que, entre guillemets, la figure d'un héros que tu as traditionnellement dans un film. Là, on devait composer avec un écosystème, quoi, avec un lieu, une ambiance et plein de gens différents qui ont un regard sur cette œuvre-là, quoi. Je dirais que les premiers jours de tournage, en fait, c'était pas réellement des jours de tournage, c'était plus des jours de découverte du lieu. En fait, on est venu avec notre matos, on avait tout avec nous évidemment au cas où si on avait des choses intéressantes à filmer. Hein. Mais donc on filmait, de toute façon on filmait un petit peu, mais c'était beaucoup de découvertes des lieux, beaucoup de découvertes des gens. On discutait, on comprenait réellement ce qui se passait dans ce lieu, à la fonderie. En termes de structure, l'idée ça a été de constituer ce qu'on a appelé avec toi Yo un squelette, quoi. Et de partir du principe que de toute façon les imprévus ils seraient là.
Et donc on ne pouvait pas écrire un film voilà, de A à Z comme on écrit un film de façon traditionnelle. Là, il fallait écrire une trame et qu'elle soit relativement simple pour ensuite pouvoir s'adapter à ce qui allait se passer. Du coup, ce squelette-là, il s'articulait en 4 chapitres. Et puis au fur et à mesure du tournage, on pouvait analyser un petit peu la teneur de chaque séquence, de chaque chose qui se passait pour nourrir un petit peu plus notre écriture au fur et à mesure. Et arriver à avoir une cohérence, à avoir un propos, un fil rouge, etc. quoi. Donc il y a des choses par exemple qui sont nées vraiment sur le tournage, sur la notion de l'identité, de l'anonymat, etc. Et puis il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus réfléchis en amont, qui étaient le rapport à la société, enfin de la société avec l'art, avec la notion d'artiste, etc. quoi. Voilà, donc ça c'est un plan raté. Donc Johan, qu'est-ce que t'en penses du dérochage long parce que tu rentres dans les plans? C'est chiant, hein. En plus, je dois être bien serré là. Ah oui, t'es bien serré là, t'inquiète. Bon, je te laisse tranquille. C'est qui les bons talons que tu as fait dessiner là? J'ai dit c'est Pascal. Vraiment c'est Pascal, les vrais talents. Ça voit tout de suite. Minoso, elle a tout bouffé. On a tourné avec une FS5 et un A7S, un A7 III, une Osmo Action, une GoPro 7, on a tourné avec plein de matos. Et du coup, on a la Osmo Action, Pascal il l'avait en permanence, donc P-Boy il l'avait en permanence avec lui, ce qui nous a permis au montage de pouvoir jouer avec aussi des points de vue que on n'aurait pas eu. Parce que pour que vous compreniez aussi, on n'y était pas tous les jours. P-Boy des fois il peignait, on n'était pas là, donc il fallait qu'il puisse faire des images, s'il se passe des trucs de ouf, il fallait qu'il puisse faire des images. Parce que il peut pas les anticiper, c'est le propre même du film, on pouvait pas anticiper ce qui allait se passer, donc il fallait qu'il ait une caméra. Oh. Petite pause. Et nous on y allait 1 à 2 voire 3 fois par semaine en fonction des phases. Et des fois j'étais seul, des fois c'était Antoine qui était seul, des fois on était tous les deux quand il se passait des trucs importants, par exemple le MMA. Et c'est comme ça qu'on s'en est sorti finalement. Et heureusement qu'on était deux d'ailleurs. Et je remercie dédicace à Antoine Ménard qui a vraiment fait un bon travail sur ce film. Et c'est comme ça que ça marche. De toute façon, c'est du travail d'équipe. Donc en fait, on a commencé à réellement tourner début juillet, le quadrillage et tout. Après, il y a eu tout l'été. C'était très particulier parce qu'il y a eu la canicule, etc. Et puis dans le hangar, c'était une ambiance particulière. Donc on a tourné à fond comme ça jusqu'à septembre. Ensuite, à partir de septembre, on a un peu ralenti. J'y allais plus qu'une fois par semaine. Antoine il était sur un autre projet. Et Pascal finissait finalement la fresque, la peinture. On a dû anticiper certaines choses par rapport à la création. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a dû beaucoup discuter avec lui. C'est notamment sur l'effet de morphing. Vous savez, cette séquence à la fin où en fait on voit les personnages qui sont à la fois en tracé noir puis après qui se remplissent avec la couleur. En fait là c'était un procédé assez technique à réaliser sur le film, on a dû anticiper. Les plans morphing, c'était un petit kiff qu'on avait en tête. On savait évidemment ce qu'on voulait en résultat à la fin. Et l'idée c'était qu'on puisse retrouver exactement le même emplacement et le même cadre qu'on avait fait au mois d'août en décembre, donc carrément plus tard, sur les derniers jours de tournage. Le dernier jour de tournage, il me semble que c'est le 17 décembre pour vous dire, alors qu'on a commencé, je crois que c'est le 3 juillet ou quelque chose comme ça, on a commencé très tôt. Et du coup, il fallait qu'on retrouve les mêmes emplacements pour que, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, la technique est très simple, on a superposé la photo ou la vidéo, ça dépend, parce que en fonction des plans, c'est des photos certaines, avec le tracé au noir, avec les couleurs. Et en fait, on a fait apparaître les couleurs par-dessus les tracés au noir. Mais filmer 2 plans avec exactement le même cadre à 3 ou 4 mois d'écart, c'était ça le défi. Alors comment on a fait ça? Donc déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a, j'ai pris mon trépied, je l'ai mis au max en hauteur pour facilement exactement avoir la même hauteur. Le boîtier, j'ai pris exactement la photo des réglages que j'avais. Prenez une photo rapprochée des pieds
du trépied pour me repérer. Une fois que j'avais le repère de 1 ou 2 pieds, en fonction d'une petite fissure, en fonction du nombre de carreaux à côté du mur, à côté d'un petit trou, quelque chose comme ça, je pouvais repositionner le trépied exactement au même endroit 3 mois plus tard. On n'a quasiment pas eu besoin de recadrer, il me semble. Hein. Johan me redira si je me trompe, mais il me semble qu'on n'a quasiment pas eu besoin de recadrer et qu'il y avait juste à faire un fondu en fait, entre la première image et la deuxième qui pour le coup était avec la couleur. Et donc ça donne ce qu'on a dans l'apothéose. Et donc à partir de fin décembre, j'ai commencé le gros du chantier. Bon, je vous avoue, j'ai laissé 2 mois. J'ai laissé 2 mois, j'ai commencé réellement mi-février. Parce que quand j'ai vu l'envergure du travail, en fait, si vous voulez, pour vous dire, j'ai pas touché au rush de juillet à décembre. Parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais d'autres projets, parce que c'était une montagne. En fait, c'était une montagne, je voyais le truc, j'étais là, waouh, c'est une montagne qu'il va falloir gérer, quoi, tout simplement. Donc, je me dis, écoute, Johan, on prend un risque. On prend un risque, c'est un énorme risque. On continue l'écriture, j'avance l'écriture avec Antoine, donc Antoine Breuil cette fois, pas Antoine Ménard, avec qui j'ai co-réalisé. C'est dur, j'ai 2 Antoine, c'est un bordel, laissez tomber. Donc je continue l'écriture et avec lui, et on n'a toujours pas vu les rushs, donc on sait pas réellement ce qu'on a. On a une idée, mais on sait toujours pas réellement ce qu'on a. Et mi-février, je me dis, bon allez, c'est parti, on y va. Il faut que ta méthode de montage, par contre, elle soit parfaite. Parce que j'ai 70 heures d'images, et je sais pas du tout, je pense que j'ai à peu près 30 heures, allez 20 heures d'images. C'est que Pascal qui a laissé tourner sa caméra, qui a fait ses images dans son coin, ou Antoine Ménard, pour le coup, j'étais pas derrière la caméra, donc je sais pas ce qui a été tourné. Du coup, je dois tout découvrir. Et là, ce qui se passe, c'est que pendant 3 semaines, je vais regarder les images. J'ai tout trié, en gros, si vous voulez, là, comment ça se passe, j'ai trié par jour de tournage, et par caméra. Donc dans chaque dossier de jour, j'ai les différentes caméras. Et après, j'ai créé plusieurs séquences, si vous voulez, comme voilà, des timelines en fait, où j'ai réparti en fonction du sujet du rush, mes rushs finalement. Donc par exemple, je vais avoir une séquence avec que les moments de vie dans la fonderie. Je vais avoir une séquence avec que les plans sur la peinture. Si vous voulez, donc ça me permettait que moi je regardais les images, je faisais in-out quand il y avait un truc intéressant dans le plan, et hop, je le glissais dans la séquence qui correspondait. Par exemple, un plan de peinture, in-out, il fait un truc stylé avec son pinceau, je le mets dans ma séquence de peinture. Et je fais ça pendant 3 semaines. 3 semaines, ça a été vraiment le T-rush le plus long de ma vie. Ça a été très 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 long. D'ailleurs, je vous montre normalement depuis tout à l'heure combien de temps, à quoi ça ressemble. C'est vraiment que de la répétition, que de la répétition. Ensuite, une fois que j'avais fait ça avec les illustrations, avec entre guillemets les plans, les divers plans qu'il y avait soit à la fonderie, soit les plans de peinture, etc. À chaque fois, j'ai mis des petites étiquettes en fonction aussi de l'étape. Par exemple, en peinture, j'ai mis tous mes plans qui concernaient le quadrillage au début, puis tous mes plans qui concernaient le tracé au noir après, puis après tous les plans couleurs, puis après tous les plans où il fait juste les vêtements, etc., etc. Bon bref, vous imaginez que c'est pas... J'ai vraiment tout décortiqué pour que si moi j'ai envie de me dire à tel moment du film, s'il peint telle partie de tel personnage, du Jésus ou je sais pas quoi, il faut que je puisse le retrouver en 2 secondes grâce à mon dérochage. Plus mon dérochage il est bien fait, plus quand je vais chercher des plans après, ça va aller vite et je vais pas me fatiguer. Donc c'est un temps qui est très difficile psychologiquement, parce que c'est de la répétition, mais je sais, et c'est ça qui me faisait tenir psychologiquement, que ce travail-là, mieux il est fait, moins je perdrai de temps plus tard, et moins j'aurai à refaire ça plus tard. Alors au niveau des surprises, on en a eu, je dirais qu'on en a eu surtout des bonnes en fait. Pour moi en tout cas, la plus grosse bonne surprise, c'est surtout le casting au final. Parce que finalement on a eu un accueil sur ce lieu qui était assez magique et assez fort humainement. Et puis des gens qui ont pris part au film, qui ont participé et qui ont une place, une identité, une personnalité. Je pense à Enrique, évidemment, le conteur. Vous êtes sûrement bien installé dans un canapé ou dans votre lit lorsque vous regardez ce film. Vous avez cliqué sur Play sans trop savoir à quoi vous attendre. Mais aussi Bella, Hébert, David,
globalement, c'est quelque chose sur lequel on était aussi dans l'inconnu et en fait, on n'aurait pas pu rêver mieux, entre guillemets, comme protagonistes, quoi. Ils sont tout simplement sincères enfin voilà, ça donne quelque chose qui est fort à l'image et en tant que réal, c'était un peu un pari et il se trouve que, en tout cas moi je trouve que c'est une super surprise, quoi. L'art, c'est esthétique. L'esthétique, c'est un système de proportion naturel, nous disent les classiques. Naturel, ça veut dire que, comme dans l'Homme de Vitruve, tu retrouves dans le beau, dans la forme naturelle d'une plante qui pousse, tu retrouves le même système de proportion qu'en toi. Donc, nous portons cet équilibre, cette harmonie en nous. Nous sommes des êtres harmonieux. C'est pour ça que nous sommes vivants. Je crois que ce qui fondamentalement fait qu'il y a ce sentiment d'universalité du concept du beau et de l'art par une espèce de sens commun correspond à cette espèce de trilogie, quoi. Le bien, le vrai, le beau. C'est ça, c'est cette justesse, cette harmonie, c'est un équilibre, tout simplement. C'est ça pour moi, l'art universel. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, j'ai fini mon dérochage et je peux attaquer le gros du montage. Et là, en fait, toute cette étape-là, je vais travailler en binôme avec mon co-réalisateur pour que, en fait, l'écriture qu'on avait prévue de base, parce qu'on a écrit au fur et à mesure, comme je vous disais, lors du tournage, corresponde à ce qu'on avait tourné. Et en l'occurrence, là, le rôle de Enrique, le conteur, a une importance fondamentale parce que on a notre squelette. En fait, on avait écrit tout ce que Enrique dit, le conteur, on l'avait écrit. En l'occurrence, Antoine l'avait écrit, et d'ailleurs, bravo à lui, parce que ça déchire, vraiment le texte il est parfait. Et en fait on a fait lire ce texte-là à Enrique, et l'idée c'est que ça me fait vraiment mon squelette, mon introduction, mes transitions entre chaque partie, et ma conclusion. Du coup j'ai posé ça me fait en gros mes gros morceaux, et au milieu je dois construire avec chaque problématique de chaque partie. Donc là en fait si vous voulez, pendant un mois je m'enferme dans cette pièce, là c'est pour ça d'ailleurs que je tourne ici aujourd'hui, encore une fois pendant un mois, pas de week-end, rien du tout, ça travaille. J'avance, mon but c'est de finir ça le plus rapidement possible pour le confronter, mais ça va être l'étape d'après dont je vais vous parler. Et régulièrement je fais des points avec Antoine pour confronter, pour avoir des inputs, des avis, avoir des recommandations, et puis voir si ça colle bien avec l'écriture. Bref, en gros, je lui montre via Discord, on fait des lives, tac, je lui montre, on avance comme ça. Des fois, il y a des parties où on a travaillé vraiment ensemble, et on avance comme ça. Et à la fin de cette étape-là, arrive donc l'étape de confrontation. Et cette étape-là, c'était pour moi une des premières fois que j'avais une confrontation aussi majeure. Ça a été extrêmement compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, pour vous remettre, on est début avril, et j'ai fini le film, il dure 1h25. Le montage est fini. Quand je dis j'ai fini le film, c'est le montage du film est fini. J'ai une première version avec un début, une fin, un truc qui se tient à peu près. Et bien sûr, il n'y a pas d'étalonnage, hein, je parle juste du montage, il n'y a pas le son fini, il n'y a pas les musiques, il n'y a pas tout ça. Mais le montage, le squelette est là. Et là, la confrontation va consister, si vous voulez, à montrer le film tel qu'il existe à des professionnels, à des proches en qui on a réellement confiance, qui ont un avis critique, à Pascal, à P-Boy, et en gros, je dois recevoir toutes les critiques de ces personnes-là pour, en fait, si vous voulez, garder que le meilleur du film. Et le but, c'est qu'ils détruisent le film, c'est qu'ils me le critiquent, ils le saccagent, ils le critiquent tout simplement pour que je puisse, avec Antoine, en fait, si vous voulez, le modifier, l'arranger, corriger un maximum de défauts. Bien sûr, dans le tas, il y a des choses qui ne peuvent pas plaire aux gens, parce qu'il y a des partis pris, il y a des choses qui peuvent pas plaire parce que il y a des choses qui nous plaisent, mais c'est les goûts et les couleurs, hein, ça peut pas plaire à tout le monde, mais aussi des choses qui sont juste pertinentes. On est passé à côté, ça fait un mois que moi j'ai la tête tous les jours dessus,
j'ai les yeux, je vois plus rien, je vois plus les défauts, je sais plus ce qui va pas. Et là, je reçois une flopée de critiques et c'est très dur. C'est très dur. Je pense que je mets une semaine ou deux où je touche plus l'ordinateur parce que je peux plus. J'ai l'impression que dans ma tête, j'avais fini le film, quoi. Dans ma tête, j'avais fini le film et en fait, pas du tout. Donc, suite à ces critiques, je dois enlever des parties, changer des choses, enlever 10 minutes du film. On me dit que je peux enlever 10 minutes du film, en fait. Et avec Antoine, on le mate, je pense, 10-15 fois par partie pour savoir si, du coup, si ça change le sens. Regardez, je galère. Si c'est toujours cohérent, si ça casse pas juste toute la dynamique. Bref, on le mate et on arrive à enfin, fin avril, un mois plus tard, à finir, on va dire, le squelette. Ça y est, c'est fini, on le fige, le film il sera comme ça. Et maintenant commence la dernière étape, et une étape qui est pas beaucoup plus simple. Donc là, en fait, la dernière étape, il va se passer 3 choses en synchro qui vont être très énergivores parce que du coup, on va gérer 3 équipes différentes. Donc on a l'étalonnage qui va commencer, on a le mixage et la composition à l'image, donc la musique qui sera créée à l'image. Je vais commencer avec la composition. Alors, je vais en parler, puis je vais aussi lui poser 2-3 questions, je pense qu'il a des choses à vous dire. Ça a été une partie qui est selon moi fondamentale. Si vous voulez, je demande à chaque fois des musiques à l'image quand je peux, quand j'ai les moyens, etc. Là, on a voulu se donner les moyens de faire quelque chose de bien. On a travaillé avec un artiste qui s'appelle Cole, qui est anonyme, et ça a été super intense parce qu'il avait 1 mois pour faire 9 musiques à l'image avec nos intentions. Donc, c'est-à-dire que on lui faisait un brief en fonction des émotions qu'on voulait que ça donne, en fonction aussi de mots-clés, en fonction de plein de choses, et lui devait s'approprier l'univers et créer des musiques en fonction de ça, et le tout en très peu de temps. Le plus important pour commencer, c'est la rencontre avec Johan et Antoine, les 2 réalisateurs. Si je me souviens bien, c'était au mois de mars 2021. Je travaillais sur un autre projet qui me prenait vraiment beaucoup de temps. Et Johan et Antoine m'ont décrit le projet, l'œuvre de Pascal, que je n'avais pas encore vue. Et on a aussi parlé de la façon dont le film allait être produit, selon les valeurs propres à Samurai Cop, valeurs auxquelles j'ai adhéré à 100%. Et ensuite, je me suis dit, go quoi. La musique a dû se faire sur 3-4 semaines. En général, je suis plutôt lent sur le début, mais une fois lancé, les idées s'empilent en s'accélérant. À la fin, il n'y avait plus qu'1 ou 2 versions des morceaux à chaque fois, qu'on validait assez vite. De manière générale, la musique d'un film, c'est toujours quelque chose de particulier. Vous devez faire correspondre votre univers à celui d'autres personnes. Et l'un des challenges, ça a été surtout au début de trouver un son, une esthétique qui corresponde justement au monde qu'avaient en tête Antoine et Johan, tout en ne trahissant pas mes propres influences. Et sinon, plus précisément, un morceau qui a été vraiment compliqué pour moi, ça a été le morceau du combat entre les 2 Free Fighters. C'est un morceau que j'ai attaqué plutôt à froid dans les débuts, et je crois que j'ai dû faire au moins une douzaine de versions différentes avant de trouver un axe intéressant. Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment cramé la tête. À la fin du film, on a cette séquence qui nous permet de découvrir enfin le résultat final du travail monumental de Pascal.
C'est une séquence assez impressionnante avec des grands mouvements de caméra et des techniques de morphing. À l'origine, Antoine et Johan n'avaient pas vraiment prévu de morceaux particuliers pour cette séquence. C'était un peu open. Et c'est quand Pascal a visionné une première fois une première version du montage qu'il a suggéré un extrait du Requiem de Mozart. Et pour le coup, je crois vraiment que s'inspirer du Requiem de Mozart, c'est bien la pire chose que tu puisses demander à un musicien. Et tu t'attaques à une œuvre tellement fondamentale, écrite par un musicien hors pair dans des conditions, dans l'un des moments les plus désespérés de sa vie. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas mieux pour écrire un chef-d'œuvre que d'être un génie et désespéré. Bref, c'était pas évident. Mais je vois ça un peu comme un défi de la part de Pascal, hein, histoire que je me mette un peu, en quelque sorte, dans ses baskets. Sinon, Apothéosis, ça a été écrit en 3 jours, entre le 19 et le 21 mai. Je me souviens du 19 parce que ça a été une journée sanglante sur le marché des cryptos. Donc finalement, sans être un génie, je pense que j'étais au moins un peu désespéré, tu vois. Pousser et exister. On a enregistré le samedi 22 mai après-midi avec un chœur hongrois de 24 choristes. Et ça a été une superbe expérience. C'est le grand final du film et on voulait absolument que ce soit glorieux, que ce soit quelque chose de grand. Et c'est pourquoi lui nous a dit, le compositeur, il faut qu'il y ait des vrais chœurs, il faut qu'il y ait des vraies voix, des voix humaines. Et du coup, on a fait faire les chœurs par 24 voix. Voilà, c'était comme ça en direct, c'était juste complètement fou parce que on avait entendu la version qu'on a reçue, on a travaillé dans la nuit, etc. sur la musique. Il nous envoyait des trucs je crois, à minuit, puis à 7h, lui il travaillait toute la nuit, enfin c'était un truc de malade. Et là, le fait de voir ça en direct, de voir comment est-ce qu'ils ont fait, les corriger, dire un peu plus soprano, moins d'alto, etc. Bref, moi qui suis pas du tout dans la musique, c'était incroyable quoi. De me dire, là je suis en live, ils sont en train de chanter une musique pour le film que je co-réalise. Enfin c'est fou quoi. C'était vraiment, vraiment impressionnant de voir ces chœurs là, puis qui s'approprient la musique en 3 secondes, enfin c'était très 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 impressionnant. Et en fait, on était aussi assez pressé parce que le mixage en parallèle était en cours. Il était fait par Astral Sound et notamment Tim qui a fait un très très bon travail. Il a en fait lui son travail, si vous voulez, une fois que moi j'avais fini tout le montage, je lui ai envoyé toutes les pistes son que j'avais synchronisées, donc les voix, les quelques ambiances sonores que j'avais enregistrées dans la fonderie, etc. Je lui ai tout envoyé et lui il fallait qu'il homogénéise tout le son, qu'il rajoute des ambiances, qui rajoute des trucs qu'il a dû créer lui-même par rapport à des choses à bruiter. Bref, créer une cohérence sonore, en fait, si vous voulez. Cet été-là avait un goût de fin du monde. Alors que la majorité des pays sortaient de périodes plus ou moins longues de confinement, le contexte géopolitique était tendu. Covid, Black Lives Matter, tensions sino-américaines, explosions à Beyrouth, manifestations diverses et variées World Wild. Cet été-là avait un goût de fin du monde. Alors que la majorité des pays sortaient de périodes plus ou moins longues de confinement, le contexte géopolitique était tendu. Covid, Black Lives Matter, tensions sino-américaines, explosions à Beyrouth, manifestations diverses et variées World Wild.
Et lui, il attendait les musiques, parce que lui, s'il n'a pas les musiques, sur plein de parties du film, il ne peut pas vraiment mixer. Sans la musique, c'est très compliqué. Donc moi, j'avais des musiques de référence, il s'est basé avec celle-ci. Et après, il a reçu les musiques de Cole et il a pu sortir le mixage final. Mais c'était très très intense. Et donc en troisième travail qui était en synchronisé en même temps que tout le reste, il y avait le travail avec William, donc l'étalonneur. Je lui passe un gros big up, il a fait un travail fondamental aussi sur le film. Et j'ai kiffé passer du temps avec lui dans son studio tout simplement. Parce que c'est une machine quoi, c'est une machine et j'en avais rarement vu des machines comme ça en étalonnage. Donc c'était impressionnant pour moi qui suis un novice en étalonnage, je fais mes étalos comme ça, mais là vraiment c'est un pro quoi. Donc c'était très très impressionnant. Il a eu 5 jours de travail dessus, il a fait ça à une vitesse éclair, on a même eu le temps d'expérimenter des choses, de faire des choses qui sont totalement différentes. Je peux vous montrer là, hop, je vous montre des looks qu'il a créés par rapport au log, donc vraiment le fichier original et ce que ça rend au final. Bref, ça a été vraiment incroyable de pouvoir collaborer avec lui. C'est une machine quoi, donc ouais, c'était incroyable. Et là, une fois qu'on a toutes ces étapes finies, on arrive à la dernière étape, c'est l'assemblage, et c'est de retour dans mes mains à moi. Le compositeur, il envoie au mixeur les musiques, le mixeur, il me renvoie le son, et l'étalonneur, je suis allé avec un disque dur parce que bon, vous imaginez qu'un export d'un film comme ça pèse 800 gigas, donc je suis allé déposer un disque dur, il a fait le transfert, je suis retourné chercher le disque dur quand il avait fini le transfert avec le film, et je récupère donc l'image, le son, et je vais dans mon logiciel et je fais l'assemblage. Donc je rajoute les éléments graphiques, donc les petits noms qui apparaissent, le générique, ce genre de choses là, et je fais mon export final, le film est fini. Et une fois que le film est fini, on n'a pas fini là, on s'est rajouté une petite pression sympathique. On a eu la chance avec Antoine pour notre premier film qu'on a co-réalisé ensemble, notre premier long métrage, de faire une avant-première au Grand Rex, salle 2, c'était incroyable. Il y avait, avec les restrictions sanitaires, on était 300 dans la salle. Bref, c'était génial, merci à tous d'être venus d'ailleurs. Une superbe soirée pour finir ce travail de fou. Le film il est sorti le 28 juin, on a commencé à tourner début juillet de l'année d'avant. Bref, ça a été express, on a donné une énergie folle pour réaliser ce projet. Je remercie toutes les personnes, vraiment toutes les personnes qui ont participé à ce projet parce que ça n'a pas été simple, ça n'a clairement pas été simple. Je remercie Elogy qui a eu un travail aussi très particulier, qui est un travail de long en plus en gestion de production, on en parle rarement et voilà, je lui dis aussi merci beaucoup, merci à William, merci à Tim, merci à Cole, merci à Antoine Ménard bien sûr, merci à Antoine Breuil, mon acolyte. Quelque chose à ajouter, j'ai peut-être envie de passer un petit message au passage à tous les passionnés, quel que soit le domaine. Je pense que c'est le moment de prendre nos outils en main en fait. De faire des projets avec le cœur. Donc si ce monde part totalement en couille, c'est peut-être l'occasion parfaite quoi, pour faire notre truc à nous. Alors oui, se financer c'est l'enfer, c'est toujours la galère, mais faut pas qu'on se laisse abattre par ça et plutôt chercher à construire des équipes durables, faire des projets à l'échelle qu'on peut et surtout avec le cœur quoi. Et du coup peut-être je vais suggérer un film, si tu permets, Yo. Je conseille à ceux qui aiment le cinéma en indé, l'audiovisuel, etc., de regarder le film Victoria. C'est un film allemand tourné en plan séquence par une petite équipe. Et je trouve que ça incarne bien le potentiel quoi, d'une nouvelle génération qui peut prendre des risques, tourner des trucs avec parfois très peu de budget, et qui peut arriver à faire des choses qui percutent, qui touchent et qui ont une vraie valeur, quoi. Donc voilà, pour moi, tant que ça vient du cœur, c'est le plus important. Voilà, amis artistes et créatifs, perdez pas espoir. Ça représente l'évolution aussi de ce que nous, on crée également. Avec ce premier gros documentaire, c'est l'évolution, enfin pour moi je le ressens comme ça, c'est aussi l'évolution de Samurai Cop et c'est la preuve qu'on est capable de faire avec des petits moyens, avec une petite team, des gros projets. Je pense tout d'abord une fierté, tu vois, je suis honoré d'avoir pris part à cette aventure, vraiment, d'avoir pu y contribuer modestement.
Les valeurs de base du projet me parlent vraiment, et puis la création de Pascal, c'est pour moi une des œuvres fondatrices du monde des NFT, qui est malgré tout, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, ça reste quelque chose de relativement nouveau, hein, et c'est une œuvre, tu vois, dans cet univers qui restera, détruite ou pas, hein. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est à la fois unique dans la démarche et superbement bien réalisé, quoi. C'est un commencement, hein, ce film, vers d'autres projets d'albums en solo ou liés à la musique de film, avec des valeurs qui tournent autour d'un message qu'on délivre avant de tourner autour d'un artiste en lui-même. Ça, c'est une problématique qui me tient vraiment à cœur, et j'espère pouvoir en dire plus bientôt. Bref, pour finir, le petit mot de la fin, je tiens réellement, je l'ai déjà dit, à remercier toutes les personnes qui ont collaboré de plus ou moins loin à ce film-là, parce que tout simplement c'est grâce à l'équipe, grâce à tout le monde que ce film il existe. Je remercie aussi bien entendu Pascal, et pour le coup vraiment, ça a été une première expérience pour moi, pour plein de personnes dans cette équipe, mais vu que c'est moi qui en parle, je parle beaucoup en mon nom, mais vraiment ceux qui n'ont pas encore vu le film, si vous êtes là, si vous n'avez pas encore vu le film, mais ceux qui ont vu le film, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à poser vos questions aussi, parce que comme je vous ai dit, c'est freestyle, je fais ça en mode naturel, et j'ai pu tout simplement oublier des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et que n'hésitez pas à vous abonner, à partager le film s'il vous a vraiment plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Yohan, ciao. J'aime bien poser maintenant cette question, je la pose à chaque fin d'interview qui dure aussi longtemps. Un message pour la fin? Un message pour la fin, c'est qu'un éternel recommencement. So I hope y'all ready.